Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre venue. Donc, pour commencer, je vais préciser d'où nous allons parler. Parce que comme ça a été dit, donc, on est géographe. Donc, en fait, on va vous parler des roches gravées, mais pas en tant qu'archéologue. Donc c'est nous en tant que géographes, on analyse les enjeux notamment de mise en tourisme autour des sites archéologiques. Donc c'est de ce point de vue-là qu'on va vous parler. Donc on ne va pas vous faire une conférence sur l'ensemble des roches gravées en Haute-Maurienne, les différents sites, les différentes particularités, les différentes théories d'interprétation, etc. Nous, on n'est pas du tout qualifiés pour faire ça. Il y a des archéologues qui sont spécialistes de ça dans la salle ce soir. Merci Françoise d'être venue et qui pourront répondre à ces questions-là si vous en avez à la fin de la séance. Nous, on va vraiment vous parler du point de vue de la géographie, du patrimoine et du tourisme. Donc c'est pour ça qu'on a proposé en fait de changer un petit peu le titre qui était initialement prévu. Et donc on va vous parler, essayer de voir avec vous dans quelle mesure ces sites archéologiques que sont les roches gravées sont donc des vecteurs de diversification touristique en Haute-Maurienne. Donc pour introduire un peu ces recherches qui sont conduites et ce qu'on vous présente ce soir, c'est en grande partie les résultats de la thèse de Johan Collange qu'il est donc en train de rédiger. Ces recherches, elles s'inscrivent dans un contexte assez particulier que vous connaissez, qui est le contexte des effets du réchauffement climatique sur les territoires de montagne. Donc dans les Alpes du Nord et dans les Alpes de manière plus générale, les effets du réchauffement climatique se font sentir sur les territoires. Et vous voyez ici donc une photo qui a été prise en mars 2022. Donc là, c'est vrai qu'en ce moment, on oublie un peu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'ailleurs autant de neige au mois de novembre et décembre. Mais c'est une réalité. Les différentes projections le montrent, suivant les différents scénarios de réchauffement, les effets donc, sur la qualité et la quantité du manteau neigeux. Et donc, selon les différentes modélisations qui sont produites par les collègues de Grenoble notamment, une remontée de l'isotherme zéro de 300 mètres à l'horizon 2030-2050. Donc, autant vous dire que c'est pour demain. Donc, assez rapidement, il va y avoir donc des urgences à gérer, surtout compte tenu du poids de l'économie touristique et notamment l'économie touristique liée au sport d'hiver dans nos départements. Alors, une des réponses, c'est la production de neige de culture. Mais la neige de culture, ça a des effets environnementaux, ça a un coût. Et c'est pas toujours possible à mettre en œuvre. Et en même temps, la ressource en eau, elle n'est pas limitée. On a vu les épisodes de sécheresse de cet été. Il y a des choix à faire. Et donc, c'est peut-être une solution sur certains territoires et à court terme, mais d'autres solutions sont à trouver. Donc nous, ce qu'on vous présente ce soir, c'est une réflexion sur dans quelle mesure, en fait, les sites archéologiques, donc plutôt l'entrée patrimoine culturel, peuvent être une réponse, un mode, en fait, de diversification des territoires de montagne. Donc pour ça, on a décidé de cibler, dans le cadre de ces travaux, sur les roches gravées. Les roches gravées et sites d'art rupestre, parce que vous avez également un site à Peinture en Haute-Maurienne au Rocher du Château. Donc les sites d'art rupestre en Haute-Maurienne, vous avez ici une carte que Johan va remobiliser juste après, donc je vais passer assez rapidement. Vous voyez la localisation des différents sites et vous avez des dispositifs de valorisation qui ont été mis en place essentiellement dans les années 2000 et qui montrent qu'à cette période-là, on a eu une mobilisation des différentes sphères d'acteurs des territoires et des élus pour porter des projets de valorisation. Ce qui montre qu'en tout cas à ce moment-là, il y avait une certaine connaissance et un certain intérêt pour la valorisation de ce type de patrimoine. Un intérêt qui, on va le voir pour différentes raisons, c'est essoufflé et avec différents freins dont on va parler ce soir. Et donc en fait, toute la présentation qu'on va vous faire ce soir, elle tourne autour de ce paradoxe-là, à savoir que d'un côté, on a des roches gravées avec aussi certains équipements de valorisation donc, qui datent des années 2000 et des roches gravées qui en même temps font l'objet de mesures de protection.
Et donc avec des roches gravées qui, dès le début du XXe siècle, ont été classées aux monuments historiques et d'autres inscrits aux monuments historiques plus récemment. Donc ça nous montre que les institutions, elles considèrent, notamment sur la base des travaux scientifiques qui sont réalisés, qu'il y a un intérêt patrimonial. Donc les institutions attribuent un statut de protection à ces sites archéologiques. Donc on a ce type-là d'intérêt, c'est ce qu'en géographie des patrimoines on va qualifier de désignation. Les institutions désignent ce qui fait patrimoine sur les territoires par le biais de mesures de protection. Et paradoxalement, on a assez peu d'appropriation aujourd'hui 2022-2023, enfin depuis le début de la thèse de Johan, depuis on va dire 2019-2020, assez peu d'appropriation à l'échelle locale par rapport à la question patrimoniale. Ces roches, elles sont en partie connues, Johan reviendra dessus, mais elles sont assez peu appropriées en tant que patrimoine. Et donc tout l'objectif en fait du travail qui a été conduit par Johan au sein du laboratoire, ça a été de réfléchir sur en fait dans quelle mesure l'art rupestre est une opportunité de diversification touristique dans un objectif de transition. C'est-à-dire d'un côté vous avez des territoires de montagne où il y a la question de la ressource en neige qui se pose. Et il y a différents types de patrimoines qui sont disponibles. Et en même temps, ces patrimoines-là, les roches gravées, elles sont désignées comme faisant patrimoine, mais peu appropriées. Donc on va essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il y a ce décalage entre des roches gravées qui sont patrimonialisées du point de vue des institutions, mais qui sont peu appropriées en tant que telles, et qui donc sont peu activées en tant que ressources touristiques. Pourquoi est-ce qu'on a ces décalages-là, alors qu'on est dans un contexte où, avec les effets du réchauffement climatique, d'autant plus, ça pourrait faire office et être activé en tant que ressource touristique. Donc très rapidement, ces différentes recherches, elles sont conduites selon un cadre méthodologique qui mobilise l'approche systémique. Je ne vais pas vous faire un cours sur l'approche systémique, mais ce qu'on entend par approche systémique, c'est-à-dire qu'on observe, nous en tant que géographes, comment les différents acteurs des territoires fonctionnent. Donc les acteurs des territoires, c'est à la fois les chargés de mission, les techniciens, les élus, les différents acteurs du monde socio-professionnel, les populations locales, également les populations touristiques, c'est toutes les personnes qui sont usagers du territoire. Donc on essaye de comprendre comment tout cet écosystème d'acteurs fonctionne. Et en même temps, vous avez ici donc ce qu'on appelle une frise chronosystémique, c'est-à-dire qu'on essaye de comprendre comment tout ça évolue dans le temps. Parce que le territoire d'aujourd'hui, il fonctionne en composant avec les héritages de tout ce qui a eu lieu sur cet espace. Donc un territoire, il n'est jamais vierge des actions des acteurs qui ont précédé sur ce territoire. Donc on essaye de comprendre toute l'évolution de ce territoire au regard des enjeux patrimoniaux et touristiques. Et puis vous allez voir que ce soir, on va aussi vous parler de ce qui se passe sur d'autres terrains. Parce qu'en géographie, souvent on est assez friand des approches comparées. On va travailler sur différents terrains qui ont des caractéristiques intéressantes à mettre en perspective pour mieux comprendre les choix qui sont faits sur un terrain principal. Donc là, ici, la question des roches gravées en tant que ressources touristiques, pour mieux comprendre les freins à ce fonctionnement, à cette activation des roches gravées en tant que ressources touristiques, on va mobiliser aussi ce qui se passe au niveau de la vallée de la Vézère, dans le Mercantour, et également en Val Camonica, donc en Italie, en Lombardie. Et dans un petit pas de côté, mais en fait qui est assez fructueux en termes de comparaison, on va aussi mobiliser, mais c'est surtout, on y reviendra en conclusion pour boucler la démonstration, les sites palafitiques. Donc là, on est complètement un autre type de site archéologique, mais il se trouve qu'on est dans le même type de configuration. On a des sites archéologiques qui sont désignés comme faisant patrimoine, inscrits ici au patrimoine mondial et qui peinent à être activés en tant que ressources touristiques pour les territoires. Donc c'est assez intéressant aussi de faire ce détour par les sites palafitiques pour essayer d'identifier des perspectives. Des perspectives pour des actions qui pourraient être entreprises pour penser cette articulation entre désignation et appropriation. Donc cette recherche, elle s'appuie sur différents types de données. Donc ça, c'est assez classique en géographie, et géographie, patrimoine et tourisme. Donc à la fois tout ce qui va être l'état de l'art. L'analyse de la littérature grise, donc c'est tout ce qui est rapport, différents types de rapports produits par différents types d'institutions. Ça peut être aussi des courriers, ça peut être des cartes.
Les observations de terrain, c'est concrètement aller sur le terrain et observer ce qui se passe. Donc là, vous avez vu sur la carte qu'on a des sites qui sont mis en tourisme. Ça va être de faire l'expérience en tant que visiteur de ces sites. Ça va être d'observer si des gens s'arrêtent et regardent ce type de site, les différents types d'usages dans cet espace-là. Ça va être aussi également d'aller dans les offices du tourisme, en jouant aux touristes, de voir qu'est-ce qu'on vous propose de faire, quelle est la place des sites archéologiques en Haute-Maurienne dans l'offre touristique. Ensuite, c'est tout ce qui est l'analyse de l'iconographie touristique, donc ce qui va être l'analyse des brochures, des sites web. Également, la mise en perspective de données économiques, donc notamment tout ce qui va être les nuitées ou de la fréquentation touristique. Et enfin, des entretiens conduits avec différents types d'acteurs. Donc pourquoi est-ce que je vous présente ces données? Parce que vous allez voir dans la présentation qu'elles sont sous-jacentes. Et puis que comme ça, vous avez en clé en main, vous savez les différents types de données qui sont mobilisées. Et ça permet de mieux comprendre l'articulation, la démonstration du discours. Donc en termes de présentation, c'est une présentation qui va commencer par des éléments de contexte où je passerai donc la parole à Johan pour ce grand 1 et ce grand 2 qui sera ciblé sur justement l'analyse des différents freins à l'activation des roches gravées en tant que ressources touristiques. Un troisième point qui sera plus court sur la tendance actuelle avec une forme de remobilisation des acteurs sur ces enjeux de valorisation des roches gravées, pour terminer avec les différents enjeux et les apports de l'approche comparative. Merci Mélanie. Alors, comme on l'a dit, on va commencer avec quelques petits éléments de contexte qui sont nécessaires pour comprendre d'abord avec quel angle on a abordé le sujet et surtout de quoi on parle. En parlant de cette question, de quoi est-ce qu'on parle? Peut-être que depuis le début de notre présentation, vous vous demandez mais qu'est-ce qu'on entend par art rupestre? Alors on l'a dit, on n'est pas des archéologues, donc je ne vais pas nécessairement vous définir pendant trop longtemps ce qu'est l'art rupestre. Ce qu'il faut que vous en sachiez, c'est que c'est un mode d'expression artistique dans lequel on retrouve les gravures justement, donc dont vous avez ici des exemples. Ça peut être généralement des figurations animalières, des figurations plutôt schématiques, parfois qu'on comprend, parfois qu'on ne comprend beaucoup moins. Et dans ce qu'on peut avoir en France, ça va beaucoup être des datations qui vont aller du néolithique aux âges des métaux, mais il peut y avoir, et c'est le cas notamment en Haute-Maurienne, des roches qui ont été gravées plus récemment. Voilà, on n'ira pas forcément plus loin sur ces dimensions-là. C'est également un patrimoine qu'on va trouver sur l'ensemble des continents de la planète. Je vous l'ai dit, à des époques assez différentes, donc c'est quand même un corpus archéologique mondial assez intéressant. Maintenant, je reviens sur cette carte que vous avez vue tout à l'heure. La carte, on l'a alimentée avec des données qui nous ont été communiquées par la conservation du patrimoine, donc des données qui peuvent toujours être étoffées. Ce que vous voyez ici, donc, au-delà de la différence qu'on a fait entre des pierres à cupules et des roches gravées, ce qui va nous intéresser, c'est davantage les roches gravées pour le moment. On a une forte concentration, notamment des roches gravées dans la vallée de la Maurienne. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas ailleurs en Savoie, mais la grosse densité du corpus, elle se situe dans la vallée de la Maurienne et plus particulièrement dans sa partie amont, ici, donc la Haute-Maurienne, qui ici, vous le voyez, qu'on a délimité ici par l'intercommunalité Haute-Maurienne-Vanoise qui va nous servir un petit peu de canevas à cette étude, donc dans laquelle on va pouvoir étudier un petit peu les jeux d'acteurs dont on a parlé jusqu'ici. Une autre dimension spatiale de ces roches, c'est leur répartition, notamment altitudinale. Là, ce que cette figure vous propose, c'est de regarder comment sont positionnées les roches dans la vallée. Donc, de gauche à droite, ici, en abscisse, vous avez la profondeur de la vallée, donc globalement de la confluence entre l'Arc et l'Isère, jusqu'à peu près au sommet qu'il y a aux alentours du col de l'Iseran. Et ça vous permet de voir que la plus forte concentration des roches, elle est quand même vers le fond de vallée et surtout à une assez forte altitude que vous voyez ici en ordonnée. Alors cette forte altitude, elle est comprise donc entre 2100 et à peu près 2800 mètres. Évidemment, il y a d'autres roches que vous trouverez plus bas, d'autres que vous trouverez plus haut, plus en aval, plus en amont. Mais voilà, la grande majorité du corpus, elle se situe quand même en Haute-Maurienne. C'est un positionnement qui est très singulier, surtout si on le compare avec d'autres contextes territoriaux. On a parlé tout à l'heure de la Val Camonica en Italie, on a parlé également de la vallée des Merveilles qui elle est dans le Mercantour. Ici, vous voyez ce graphique-là, ce qui vous montre, d'abord, c'est l'altitude de ces sites. Donc vous voyez que les sites italiens sont beaucoup plus bas que les sites français, ou en tout cas que les sites mauriennais ici. Mais également, ce que cette figure va vous montrer, c'est la distance que vous avez entre le petit point rouge, qui est normalement le dernier parking ou le dernier point accessible en voiture, et l'étoile qui est
le site en lui-même. Donc vous voyez que sur les contextes français, on a des sites valorisés, on a des sites touristiques qui parfois nécessitent des phases d'approche de 1000 mètres de dénivelé, alors parfois moins, mais qui sont beaucoup plus disparates. Là où en Italie, alors évidemment on a des parcs archéologiques, c'est beaucoup plus simple, mais d'abord les sites sont en fond de vallée et avec une plus grande accessibilité. Donc, le corpus de Haute-Maurienne, il faut comprendre qu'il a une spatialité qui est assez singulière. Ici, on a superposé donc, en orange les roches mauriennaises et en vert les roches du Val Camonica en Italie. Et vous voyez que les deux corpus archéologiques ont une spatialité qui diffère énormément. En Italie, on a des roches qui sont plutôt vers l'aval de la vallée et qui sont surtout situées dans le fond de vallée et autour de bourgs assez peuplés. Là où en Haute-Maurienne, c'est beaucoup plus disparate et c'est surtout à une altitude beaucoup plus haute. Ça, c'est ce qu'on a dit. Une fois que ceci est dit, depuis quand est-ce qu'on connaît ces roches? Alors, c'est assez difficile de dire qu'on les connaît depuis telle date, puisqu'évidemment, fut une époque, on n'a pas interrogé les bergers qui vivaient là-haut, on n'a pas forcément des sources écrites qui nous sont parvenues. En revanche, on a une source assez intéressante. Du début du 19e siècle, il y a un certain Louis Chaudel, qui fait partie des premiers, qui va aller chercher des discours à droite à gauche, soit de bergers, soit de curés, de personnes dans la vallée qui signalent des roches sur lesquelles ils ont vu des gravures ou des pierres à cupules. Et notamment, il nous fait part de cette photographie-là, donc qui est une photographie de la Pierre au Pied, qui est un des sites valorisés les plus connus de Haute-Maurienne. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans les descriptions qu'il en fait, au-delà de la description archéologique, il parle d'une population qui se sent quand même assez concernée par ces roches, dans le sens où elle s'intéresse à sa préservation, elle s'intéresse aussi aux datations éventuelles qu'on peut en faire. En tout cas, elle cherche à en apprendre un petit peu plus. Il nous donne même une anecdote sur ses enfants qui sont à côté de la roche, qui lui auraient rapporté qu'il y a des soldats en garnison un peu plus bas qui sont venus graver tel jour ou tel jour. Donc il y a quand même une attention qui y est portée. Donc on peut supposer que ces roches, elles sont connues pas au sens archéologique du terme, hein. On n'a pas forcément d'idée à ce moment-là de qui les a faites ou non, en tout cas les habitants, mais ils savent où elles sont, ils ont l'habitude de les voir dans leur paysage quotidien, donc il y a un certain lien qui se met en place sans doute avec les habitants. Maintenant, les travaux scientifiques, donc, ils mettent un petit peu plus de temps à arriver. Notamment, la première phase assez intéressante sur laquelle on s'est penché, c'est une phase qui a duré à peu près du milieu des années 70 jusque grosso modo au début des années 80, c'est l'intervention d'un groupe qu'on appelle le GERSAR. Alors il faut comprendre que le GERSAR, c'est un groupe bénévole, alors qui a produit une certaine expertise et notamment qui a posé les bases d'un inventaire assez détaillé et assez solide sur lesquels derrière sont venus se superposer les travaux de Françoise Ballet, Philippe Raffaelli, donc du département de Savoie, où là on a acquis un corpus scientifique beaucoup plus conséquent, des localisations de roches beaucoup plus précises et un travail qui a notamment été effectué pour sa grosse densité, vous le voyez, entre la fin des années 80, le début des années 2000, avec depuis malgré tout des travaux qui sont continus, qui sont actualisés en ce moment aussi, et des publications qui continuent d'être alimentées. Mais c'est surtout cette phase-là qui a servi de corpus principal pour, en tout cas moi, mes travaux de thèse. Ensuite, une fois que ces travaux scientifiques se sont élaborés, on l'a dit, dans les fin des années 90 et début des années 2000, il y a plusieurs sites qui ont vu le jour, des sites valorisés. Alors, on en a 6 qui sont en Haute-Maurienne, dont on va parler un petit peu plus en détail, et un qui est plutôt dans la moyenne Maurienne, c'est les Roches du Thil, donc aux alentours de Saint-Michel-de-Maurienne. Donc on en parlera un petit peu moins. Ces sites d'Arupès, donc vous voyez ici sur la carte, on vous a mis un petit peu cette localisation, ils sont dispersés sur l'ensemble du territoire de l'intercommunalité et ils prennent des formes qui sont assez diverses. On a par exemple le parc archéologique d'Élos qui se situe à Ossois, un petit peu à côté d'Ossois, où vous avez des aménagements de passerelles avec des plaques informatives. Vous pouvez voir les dalles, donc vous pouvez constater vous-même les gravures, vous amuser un petit peu à les retrouver, savoir où elles sont, et vous avez donc des informations archéologiques qui vous sont communiquées. Et vous avez ici l'autre site dont on a déjà parlé tout à l'heure, où il y a des peintures notamment, le rocher du château, avec plutôt ici un arc de cercle qui est dessiné, un espace patrimonial de l'autre côté de cette barrière avec des blocs, puis des panneaux informatifs, donc quelque chose qu'on a l'habitude de voir peut-être sur d'autres patrimoines. Ces sites, ils ont été construits dans une dynamique qui est celle du fin des années 90, début des années 2000, où on a sans doute surtout des valorisations qui sont appuyées par des échanges réguliers entre des élus, entre le personnel du département de la conservation du patrimoine, et il y a une dynamique qui prend forme, il y a des sites qui voient le jour, et cette dynamique, elle semble s'arrêter au milieu des années 2000, à peu près par là, une dynamique qui semble s'arrêter, on va voir pourquoi, par un manque d'entretien aussi de ces sites-là, un manque de mise à jour parfois, et puis un manque d'intérêt de plusieurs acteurs ou certains freins.
Alors aujourd'hui, quelle est la place de ces roches dans, je dirais, le paysage patrimonial de la Haute-Maurienne? Eh ben, en allant demander un petit peu aux habitants, aux professionnels, donc en tout cas à ceux qui font la vie de cette partie de la vallée, on se rend compte que lorsqu'on leur parle de patrimoine ou qu'on leur demande quel est le principal patrimoine de leur vallée, ce qui revient régulièrement, c'est les forts de l'Essaillon, par exemple, mais assez peu les roches gravées en réalité. En poussant un petit peu plus loin, donc là je vous ai mis plusieurs citations notamment, où on nous explique que l'archéologie, c'est beaucoup plus lointain, qu'on n'a pas forcément un arrière-grand-père ou un grand-père qui a connu ça, alors que les forts, ça rappelle souvent la guerre, la précédente guerre, même si ça n'a pas toujours des liens avec. Ça rappelle également le passé de la Savoie, ça rappelle énormément de choses qui sont beaucoup plus récentes. Et ça, c'est quelque chose dont on nous a beaucoup parlé notamment. En regardant un petit peu plus, on se rend compte que si on comprend un corpus de 40 personnes qu'on a interrogées, il y en a une bonne moitié qui nous parlent des forts, et en réalité très très peu qui vont nous parler d'art rupestre. Vous voyez ici, on a à peu près seulement 2 personnes qui vont l'évoquer d'elles-mêmes. C'est donc assez peu. On peut se demander s'ils connaissent vraiment le patrimoine de leur vallée. Mais là où ça devient plus intéressant, c'est que lorsqu'on pousse la discussion un petit peu plus en profondeur, on se rend compte que sur ces 40 personnes, il y en a la moitié qui sont capables de nous donner au moins un nom de site en Haute-Maurienne. Donc ça interroge. Ça interroge parce qu'ils sont parfaitement connaisseurs de certains de ces sites sans pour autant leur attribuer une valeur patrimoniale. C'est déjà un point qui est assez intéressant. En creusant toujours un petit peu plus loin, on se rend compte que parfois il y a des personnes qui, vous voyez ici, m'ont dit que non, s'il y avait de l'art rupestre en Haute-Maurienne, ça se saurait, qui étaient convaincus qu'il n'y en avait pas, qu'ils n'en avaient pas entendu parler. D'autres qui nous disent, quand on rentre un peu plus dans la discussion, si ça c'est de l'archéologie, dans ce cas on en a. Et puis parfois même des personnes qui, pour le coup, connaissent, savent qu'elles existent, mais qui nous disent ça fait pas forcément un sujet pour les habitants ici. Donc vous voyez qu'on a des avis qui sont très partagés. Alors on ne peut pas dire que ça ne soit pas un patrimoine qui soit que les habitants ne le connaissent pas. On peut pour autant douter que tout le monde y donne une valeur patrimoniale. Donc, sur ces éléments de contexte, ce qu'il faut garder en tête là pour la suite de la présentation, c'est tout d'abord que ces roches, elles ont une spatialité assez singulière. Elles sont concentrées plutôt dans le fond de vallée et dans des altitudes qui sont quand même assez hautes. Puis que les aménagements qui ont été réalisés sur ces roches l'ont été dans un très court laps de temps, moins de 10 ans entre la fin des années 90 et le début des années 2000, grosso modo. Et puis que la population, elle a des connaissances qui sont très variables et que la valeur patrimoniale de ces roches, elle ne fait pas forcément l'objet d'une appropriation chez tout le monde, en tout cas. Maintenant, je vous propose qu'on aille un petit peu plus en profondeur sur ce qu'on va appeler les freins à la valorisation ou les freins à un entretien de ces sites. Quand je parle de sites, je parle des aménagements qui ont été réalisés. Dans un premier temps, il faut comprendre que ces aménagements, aujourd'hui, ils sont dans un contexte touristique qui est particulier. C'est-à-dire qu'en Haute-Maurienne, il y a plusieurs sites touristiques qui sont des sites à caractère culturel. Notamment, ici, le musée archéologique de Solières-Sardières, qui fait partie des 6 sites dont on vous a montré la localisation sur une carte, et qui, depuis leur création, enregistre plutôt une baisse de l'affluence. Le musée, en 2001, donc c'est-à-dire quelques années après son ouverture en tant que musée archéologique, il enregistre une fréquentation annuelle de 4000 entrées. Alors je précise que cette fréquentation, elle se fait surtout sur la saison estivale, et qu'elle est alimentée par des publics scolaires. On constate en 2018 que la fréquentation elle est tombée à 1600 entrées annuelles. Donc il y a une baisse de cette fréquentation. Pour que vous puissiez avoir un élément de comparaison, le principal site culturel en Maurienne, c'est le musée Opinel, donc qui lui est ouvert toute l'année en effet, qui a enregistré en 2018 60 000 entrées. Donc on est sur 2 catégories assez différentes. Si ici je vous présente un autre site, eh bien vous voyez que l'Arche d'Oé, qui est il faut voir ça comme un écomusée, donc qui à la base a été créé par une association, vous présente des objets de la vie d'antan, le mode de vie des anciens bergers, agriculteurs ou artisans du village d'Ossois. Eh bien lui aussi, entre 2001 et 2018, il enregistre une baisse des fréquentations, alors des fréquentations qui sont quand même plus hautes et une baisse qui est un petit peu moins significative que pour le musée archéologique, mais tout de même. Eh bien, en réalité, cette dynamique de baisse de fréquentation des espaces culturels, elle se constate aussi sur l'ensemble des sites de Haute-Maurienne, mais sur l'ensemble des sites de l'espace Savoie-Mont-Blanc, donc c'est-à-dire les 2 départements. Donc c'est une question de contexte général où les sites culturels perdent un petit peu de terrain et perdent en fréquentation. Alors bon, là sur la fin, vous voyez un petit peu les effets du Covid. Voilà, donc ça, il ne faut pas forcément en tenir compte.
Maintenant, on parlait tout à l'heure de l'iconographie, la littérature grise, donc c'est-à-dire les documents qui sont utilisés par les acteurs. Et il y en a en particulier qui sont très intéressants, c'est la documentation touristique. Quand vous allez en vacances, vous avez parfois, dans les logements où vous pouvez avoir, des petites documentations avec de l'imagerie. On va vous conseiller certains itinéraires de randonnée, on va vous conseiller certaines activités. Et ben, c'est intéressant de se pencher sur les images qui sont promues par ces documents-là. Donc, c'est ce qu'on a fait en prenant, par exemple, ici, vous voyez, le magazine de l'Office de tourisme Haute-Maurienne, vanoise. Donc là, c'était l'édition 2019-2020. Et puis, en fait, on a compté, on a regardé. Donc, dans ce magazine, on a 122 illustrations. Et on les a répartis dans des catégories. Donc vous avez ici un petit peu le détail de ces différents comptages. Ce qu'on remarque, c'est que 46% de cette iconographie, donc 46% de toutes ces images, elles ont plutôt attrait à des paysages. Donc dans paysages, vous pouvez avoir des glaciers, plutôt de la faune, plutôt parfois des panoramas, tout ce qui va en fait avoir attrait à un cadre naturel en général. Ensuite, vous avez à peu près 24%, donc un quart, qui a attrait à des pratiques sportives. Ça peut être du VTT, ça peut être du ski, de la randonnée, vous voyez, ça peut être assez large. Et puis on a à peu près 12% de cette iconographie qui a attrait à des patrimoines. J'insiste sur le S à la fin, puisque vous avez ici le détail de ce qu'on a pu compter, donc des forts, des éléments industriels, l'art baroque également, qui est très présent dans la vallée. Ces chiffres-là, si on vous les présente tels quels, vous ne voyez pas trop ce qu'ils veulent dire. Donc ce qui est assez intéressant, c'est de prendre un comparatif. Et ce comparatif, on va le trouver dans la Vallée des Merveilles, dans le Mercantour, où, on vous l'a présenté, eh bien, le corpus archéologique a été mis en valeur de longue date, et aujourd'hui, la vallée est assez réputée justement pour ses sites archéologiques. Eh bien, en regardant les magazines de l'Office de tourisme Menton-Riviera, donc qui est l'office de tourisme sur lequel ce site se situe, eh bien, on voit que les paysages constituent à peu près 42% du corpus. C'est grosso modo à peu près une part égale à ce qu'on voit en Maurienne. Par contre, les patrimoines représentent 36% des images qu'on a pu compter, donc sont plus importants que dans le magazine de Haute-Maurienne. Et la différence, elle se fait surtout sur les activités sportives. C'est-à-dire qu'un quart de l'iconographie en Haute-Maurienne est consacrée au sport, là où on en trouve très très peu dans la communication de l'Office de tourisme Menton-Riviera. Donc il y a un choix aussi d'imagerie, un choix de promotion qui est fait par les acteurs du tourisme. Maintenant, on continue toujours dans les documents touristiques avec ceci, que vous avez peut-être déjà vu si vous allez en montagne de temps en temps. C'est des petits dépliants où on vous propose une carte des itinéraires de randonnée et puis on vous propose soit une coupe de la progression de la marche, une cotation de difficulté et ceci là qu'on voit en petit, c'est-à-dire les points d'intérêt. On s'est penché sur ces points d'intérêt et la question c'était de savoir est-ce que les roches sont signalées dans ces points d'intérêt. Donc on a 88 itinéraires ici qu'on a cartographiés et pareil, sur les 88, on a regardé ce dont on nous parlait. Donc sans grande surprise, on a une très grande partie du corpus ici, donc des randonnées, excusez-moi, qui vont mentionner le cadre naturel. Encore une fois, c'est très vague. On peut mentionner un très beau point de vue sur la vallée, on peut mentionner un point de vue sur les glaciers, on peut mentionner éventuellement une flore spécifique, ce genre de choses. Et puis, on a pour la moitié des centres d'intérêt, des points d'intérêt qui ont attrait à des patrimoines. Et là, vous voyez, on vous a mis un petit peu le détail de tout ce qu'il pouvait y avoir. L'art rupestre, il est mentionné à 6 reprises dans le corpus, ce qui est relativement peu, d'autant plus lorsque vous l'avez vu, par rapport à la carte que je vous mets ici, que ces randonnées, elles parcourent l'ensemble du territoire de l'intercommunalité et on sait que certains de ces itinéraires passent non loin de Roches. Donc il y a un choix qui a été fait de ne pas nécessairement les mettre en avant, donc soit un choix conscient, soit un oubli ou simplement un choix de promotion. On veut promouvoir plutôt un point d'intérêt qu'un autre, ou parfois on n'a juste pas connaissance de ce point d'intérêt. Ici, une fois encore, on va aller plutôt regarder le site internet de l'Office de tourisme. Alors, les outils internet aujourd'hui dans la réservation d'un séjour, c'est particulièrement important, et notamment les catalogues d'activités. Donc le site internet de l'Office de tourisme, il propose un catalogue d'activités où vous pouvez regarder les coordonnées de certains prestataires, les coordonnées de certains lieux touristiques comme le musée archéologique. Et donc ici, en comptant un petit peu et en mettant dans des catégories ces différentes offres, on voit qu'il y a à peu près un tiers qui a attrait à ce qu'on a appelé des visites. Donc ça peut être des visites de village, parfois des visites d'exploitation agricole, des visites au flambeau, ça se fait beaucoup notamment, et ensuite toute une liste d'autres
activités, parmi lesquelles on en a 6 qui rentrent dans la catégorie, je mets des guillemets, archéologie, puisqu'on va avoir des ateliers pour les enfants, plutôt ateliers poterie, ateliers céramique en réalité. On peut avoir des expositions ponctuelles. Et parmi ces 6, il y en a 2 qui ont un lien direct avec l'art rupestre. Donc c'est relativement peu, surtout lorsqu'on sait qu'il y a 6 sites sur l'ensemble du territoire qui mettent en valeur cet art rupestre, qu'il n'y ait que 2 mentions dans le catalogue, ça pose question du coup. Alors, pour aller encore plus en profondeur, il s'agit d'aller voir les acteurs eux-mêmes, donc c'est-à-dire les socioprofessionnels, les élus, parfois même les habitants. Donc c'est ce qu'on a fait. Ici, notamment, on a essayé de comprendre la place que les accompagnateurs de moyenne montagne avaient dans la promotion ou non de ces roches. Donc vous voyez ici, on vous a mis donc trois extraits différents d'entretiens avec des accompagnateurs différents. Et on nous a parlé notamment d'accompagnateurs qui ne savent pas nécessairement comment se documenter, qui ne sauraient pas où aller chercher la documentation. Alors la documentation, elle existe, évidemment. Donc là aussi, c'est des choix de ces professionnels. Parfois même, une sensation de manque de légitimité sur la question. De se dire qu'il y a les gardes du parc national qui, pour les accompagnateurs, sont plus légitimes sur ces questions-là, qu'il peut y avoir des guides du patrimoine qui, pour eux, sont aussi plus légitimes, donc qui ne se sentent pas nécessairement impliqués dans cette thématique. Et puis, troisième point, pas des moindres pour eux, c'est la certitude qu'une sortie où on va présenter la faune locale, la faune un peu emblématique de ces massifs, ça va très bien marcher, mais qu'on n'est pas certain que de proposer une visite de site archéologique, ça va autant marcher. Donc il y a une forme de frilosité parfois à se lancer là-dedans, et ça peut être perçu comme un risque à la fois publicitaire pour soi-même, et puis un risque aussi économique. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse comme ça aux accompagnateurs C'est parce que, pour revenir à la Vallée des Merveilles, sur ce terrain, en Vallée des Merveilles, les accompagnateurs font partie intégrante du mode de valorisation des sites archéologiques. C'est-à-dire que lorsque vous voulez aller visiter ces différentes roches, qui sont en un nombre assez conséquent sur un haut plateau, vous ne pouvez pas quitter les sentiers de randonnée. Il y a une interdiction qui a été mise par le parc national, sauf si vous engagez un accompagnateur en montagne et que vous participez à une sortie. Auquel cas, il va vous emmener pendant quelques heures aller voir des roches emblématiques. Et voilà, vous avez à disposition une offre archéologique à part entière qui est organisée et qui est entièrement réalisée par les accompagnateurs en montagne. Donc c'est pour ça qu'on s'intéressait aussi à ces acteurs-là et on voit que c'est totalement possible de les inclure dans la promotion de l'archéologie. Maintenant, on est également allé voir les élus, évidemment. Alors les élus, ce qu'il en ressort principalement, ce sont surtout des freins économiques. C'est-à-dire qu'il peut y avoir eu des synergies entre élus et archéologues à une époque, mais aujourd'hui, pour beaucoup, l'archéologie, en tout cas le patrimoine, ça n'est pas particulièrement, ça n'égalise pas nécessairement les enjeux financiers, ou en tout cas les apports financiers que les activités de pleine nature et surtout le ski peuvent apporter pour le territoire. C'est-à-dire que pour eux, il y a aussi un enjeu de s'y retrouver, si vous voulez. Donc ici, vous le voyez, on nous a parlé du fait que le VTT, évidemment, ça rapporte plus que la randonnée, ou en tout cas des projets comme ça qui, et là je les cite, ne rapportent pas. Donc ils sont face à ces enjeux-là également qui peut les pousser à ne pas entretenir les dynamiques qui ont déjà été engagées ou à ne pas en créer de nouvelles. Pour continuer sur ce volet-là, l'office de tourisme en lui-même, donc qui est un office de tourisme intercommunal, ce qui est suffisamment rare encore aujourd'hui pour le mentionner, l'office de tourisme, il se structure sous une forme qu'on appelle une SPL, Société publique locale, dont aujourd'hui le conseil d'administration a une répartition des sièges entre communes qui pourrait davantage favoriser des communes support de stations de ski que des communes qui n'ont pas de station de ski. Ça ne veut pas dire que l'office de tourisme a une politique anti-patrimoine ou pro-ski, pas du tout. Ça veut dire que dans sa composition et dans sa gouvernance, les outils, les éléments de décision sont plus favorablement utilisés par des communes support de station que des communes qui n'ont pas de support de station. Si on continue également, on a parlé du parc national. Le parc national, là-dedans, où est-ce qu'il se situe ? Le parc national, il a une implication qu'on peut qualifier de demi-teinte. Parce que d'une part, le parc national a participé à l'effort de dynamisation de cette ressource patrimoniale, même à son aménagement. Vous voyez ici donc la Pierre au Pied, qui est l'un des sites emblématiques de la vallée. Cette Pierre au Pied, elle a été en partie aménagée par le parc national. Lorsque vous allez sur leur site internet où vous cherchez de la documentation, vous allez en trouver. C'est assez étayé. Il y a tout ce qui, je dirais, peut être assez intéressant pour le visiteur qui vient une semaine ou deux dans le parc national. Mais en revanche, lorsqu'on va discuter avec les gardes du parc ou des responsables de secteur, on se rend compte que c'est assez difficile aujourd'hui pour les gardes de ce parc de trouver un intérêt
dans la ressource archéologique, que beaucoup ne vont pas forcément faire l'effort de se documenter, et même ce qui n'est pas précisé ici, ils vont également renvoyer la balle vers les accompagnateurs, en disant qu'ils ne veulent pas empiéter sur ce qu'ils considèrent comme être le rôle des accompagnateurs en montagne, et que donc pour eux, c'est les accompagnateurs qui doivent s'occuper d'archéologie. Donc vous voyez que de chaque côté, on se renvoie un petit peu la balle, et personne ne se saisit réellement de cette promotion, je dirais, de client à prestataire. Pourquoi est-ce que je parle également du parc national ? Eh bien parce que toujours dans la vallée des merveilles, le parc national, cette fois-ci du Mercantour, il a un rôle qui est central. Je parlais de l'interdiction de sortir des sentiers. Eh bien c'est le parc national qui l'a mise en place de très longue date, justement pour protéger ces roches et aussi contrôler le flux touristique. C'est quand même un haut plateau où on enregistre chaque année, donc surtout sur une période d'été, plus de 40 000, 50 000 passages par an, ce qui est assez important. Également, ce sont les agents du parc qui opèrent une surveillance constante. Vous avez constamment sur le haut plateau entre 4 et 5 gardes du parc selon les secteurs qui se relaient. Et puis, ils font aussi office de garant pour les visites que proposent les accompagnateurs en montagne par le biais d'un agrément que le parc décerne aux accompagnateurs qui ont suivi une formation et qui font acte de leur connaissance sur la question archéologique et de leur capacité à encadrer des groupes. Donc c'est un acteur qui est très central et on a de nouveau une divergence entre ces deux territoires. Et puis, dernier point, dernier acteur qui ici est beaucoup plus particulier, beaucoup plus spécifique à notre département, c'est la Fondation Fassim. La Fondation Fassim, c'est une fondation qui fait de la promotion culturelle, de la promotion patrimoniale depuis le milieu des années 1990, qui a surtout commencé avec l'art baroque et qui a diversifié ses activités, qui propose notamment des visites guidées, des conférences parfois ou des expositions. Eh bien, en allant les rencontrer, on se demandait pourquoi est-ce que la Fassim n'est pas autant impliquée en Maurienne qu'elle peut l'être dans d'autres secteurs. Alors, les guides qui travaillent avec la Fassim, eux, ont parfaitement identifié le potentiel de ces roches, notamment parce que ça suscite l'intérêt de leur clientèle, ça émerveille tout le temps, ça questionne, mais surtout, quand on va voir plutôt les responsables de la Fassim, ici notamment le directeur adjoint, eh ben on se rend compte qu'eux-mêmes avouent que pour le moment, ils ne sont pas entièrement positionnés sur ce patrimoine-là et qu'ils ont encore beaucoup plus de facilité à aller vers l'art baroque que l'art rupestre, notamment dans leur capacité à proposer aux élus comme ça des visites guidées ou des conférences. Donc, de leurs propres mots, un créneau à prendre et un acteur qui pour le moment est un petit peu en retrait par rapport à la place qu'il tient pour d'autres patrimoines. Et je parlais notamment de l'art baroque. Sur cette partie où on aborde plutôt les freins, les 3 points à retenir, lesquels ils sont. Tout d'abord, on a un territoire où on a aujourd'hui encore peu d'offres touristiques à caractère culturel qui soient fortes. Vous l'avez vu, les fréquentations, elles sont quand même en baisse depuis le début des années 2000 et on n'a pas depuis une offre qui aurait supplanté toutes les autres ou alors qui aurait recréé une dynamique. Ensuite, deuxième point, c'est un patrimoine qui est parfois perçu peu pertinent au regard des enjeux financiers auxquels ces territoires font face. Vous l'avez vu notamment avec les élus, c'est des territoires où l'économie du tourisme récréatif, le tourisme de neige sont très présents. Eh bien, les apports financiers de ce type de tourisme, évidemment, viennent avec des enjeux que, d'après les élus, le patrimoine ne pourrait pas nécessairement compenser. Et puis, troisième point, il y a une partie des acteurs du territoire dont on a fait la liste ici, des accompagnateurs, des guides de la Fassim ou le parc national, qui, pour le moment, sont peu engagés dans le secteur du patrimoine archéologique et qui, donc, sont en retrait par rapport à d'autres contextes territoriaux. Donc, en définitive, ce qu'on peut retenir de cette deuxième partie, eh bien, c'est que l'art rupestre en Haute-Maurienne, c'est un patrimoine qui, pour le moment, est encore en marge du modèle touristique actuel. On arrive maintenant au 3e temps de cette présentation. Alors, ce qu'a présenté la Johan, les différents freins, ils sont aujourd'hui à nuancer. Alors, on ne sait pas encore, on manque de recul en fait pour savoir si ces freins sont, dans quelle mesure ils sont à nuancer, parce qu'on assiste aujourd'hui à une forme de remobilisation des acteurs, de différents types d'acteurs, et c'est là-dessus que sera centré ce 3e temps. Donc, notamment une reprise assez forte des différents travaux archéologiques, avec notamment toute une phase de numérisation, donc de relevé des roches, avec donc des modèles 3D qui sont réalisés des roches à partir de la photogrammétrie et lasergrammétrie, donc qui permet d'avoir des modèles numériques de ces roches et d'en garder aussi une trace d'un point de vue numérique. Donc l'ensemble de ces recherches qui ont repris donc
donc juste avant 2020, et qui se sont poursuivis ensuite avec toute la reprise en fait de la localisation des roches, avec donc des points GPS assez précis et la structuration d'une base de données. En même temps, en couplant cette base de données avec les différents relevés qui ont été faits dans la phase précédente. Donc on a un regain au niveau de l'activité scientifique, notamment par les archéologues et par l'équipe de la conservation départementale du patrimoine du département donc de la Savoie. Et donc tout ce regain aussi de recherche autour des roches gravées, elle est liée à un point qui est assez essentiel, à savoir une opportunité programmatique et des convergences au niveau des intérêts des acteurs. Donc ça, c'est souvent en fait un élément central dans les phases de valorisation. On a des cycles et souvent dans les différents programmes, on va avoir des financements pour de l'investissement et pour relancer des phases de concertation. Mais après, dans le long terme, c'est plus compliqué de trouver des financements pour le fonctionnement. Donc là, on a une nouvelle phase d'investissement avec notamment un projet Interreg entre les partenaires français et italiens. Donc je vous mets ici cette carte qui permet de mieux comprendre, plutôt que l'ensemble des logos, quels sont les différents partenaires impliqués dans ce projet Interreg Alcotra, donc le PITEM, un dispositif PITEM. Et dans le cadre de ce projet, le département a fait le choix de s'engager sur 2 axes prioritaires, à savoir la préhistoire et les forts de l'Essayon. Et donc le couplage en fait entre ces 2 entrées a donné lieu à l'ouverture très récente, parce que c'était au mois de juillet, de l'aménagement de salles de valorisation des roches gravées dans le fort Victor-Emmanuel. Donc on a un couplage en fait de ces 2 dynamiques-là, à savoir l'intérêt pour la préhistoire et en même temps les forts de l'Essayon. Donc vous avez ici donc un schéma de Victor-Emmanuel, du fort Victor-Emmanuel, et donc ici dans la partie centrale, l'aménagement de 3 salles, et derrière une autre salle qui propose un autre type de dispositif que je développerai juste après. Donc dans ces différentes salles, vous avez aussi la mise en valeur de moulages qui ont été réalisés, que vous voyez ici dans la photo centrale, et différents types de contenus qui sont portés à connaissance. Donc ces salles aussi, elles sont valorisées à proximité du parc archéologique, donc sur la même commune, 20 ans après le parc archéologique des Lozes, on a une nouvelle phase de valorisation. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faut nuancer un peu les différents freins qui ont été identifiés, mais en même temps, on n'a pas le recul nécessaire pour arriver à voir est-ce que c'est une synergie qui va perdurer dans le temps ou est-ce qu'on est sur quelque chose à très court terme. Et donc ces salles, elles se poursuivent par un espace de muséographie assez contemporaine où on va avoir de la projection en fait d'un film d'animation reprenant des graphismes liés au site d'art rupestre en Haute-Maurienne. Donc l'inauguration cet été avec une assez forte fréquentation durant l'été. Vous avez ici différents articles qui sont parus dans la presse locale et régionale au sujet de l'ouverture de cet espace gravure. Et donc vous voyez que là ici on a une convergence en fait entre une reprise des recherches archéologiques, des opportunités programmatiques, des acteurs qui vont définir des objectifs communs et qui vont arriver dans le cadre de ce type de projet européen à définir des actions qui permettent de coupler à la fois ici des objectifs de valorisation des forts, notamment l'électrification du fort Victor-Emmanuel, et en même temps une nouvelle phase de valorisation de ces roches gravées, qui sont fortement liées. Donc là, on arrive à un 3e point qui est sur cette remobilisation, qui sont fortement liées en fait aussi à un changement au niveau des dernières élections et l'apparition de nouvelles personnes, de nouvelles personnalités qui se remobilisent pour cette entrée archéologique. Et donc, notamment... le premier adjoint à Ossois, qui est également le vice-président culture et communication, qui se mobilise pour une nouvelle phase de valorisation de ces roches gravées. Et ce changement d'acteur, ici au niveau des élus, s'accompagne en même temps d'un changement de position des accompagnateurs de moyenne montagne dont parlait Johan juste avant, où de manière assez récente, on a une nouvelle offre qui est proposée et qui consiste notamment à faire des visites guidées nocturnes. Parce que donc, ces roches gravées aussi
aussi un des enjeux, c'est leur visibilité. Et c'est vrai que lorsque vous vous rendez sur les roches gravées à midi, lorsque le soleil écrase complètement les reliefs, vous avez beaucoup de difficultés à voir ces roches. Donc une des manières de répondre à ces enjeux de lisibilité, c'est de penser notamment des visites en début de soirée où avec des lampes frontales à l'horizontale, vous pouvez faire ressortir les différentes gravures et ce qui permet d'apercevoir, de comprendre plus facilement les différentes représentations que vous avez. Donc ça, c'est un dispositif qui existe, qu'on connaît, par exemple dans le Val Camonica en Lombardie. C'est des visites qui sont déjà organisées depuis plusieurs années. Et là, on observe depuis cet été, il y avait eu un essai l'été d'avant, et puis là, depuis cet été, une offre qui se structure avec de manière récurrente ces formes de visites qui se mettent en place. Et puis, dans la même veine, on a eu des semaines thématiques. Alors, a priori, elles n'ont pas eu lieu en 2023. Enfin, je ne suis pas sûre là de ce que j'avance parce que je ne suis pas arrivée à retrouver l'information si en 2023, elles avaient eu lieu à nouveau. Et on n'a pas eu les réponses pour expliquer pourquoi, si elles n'ont pas eu lieu, pourquoi elles n'auraient pas eu lieu si c'était le cas. Parce que c'est sûr qu'elles ont eu lieu en 2022, des semaines thématiques, donc une semaine en juillet ou en août, où il était proposé aux visiteurs de coupler différentes visites autour de l'archéologie avec différents sites de gravure, le musée en même temps archéologique et puis la grotte des Balmes également. Donc voilà, on a des initiatives qui se mettent en place. Après, encore une nouvelle fois, on manque de recul pour vraiment voir si on est dans un nouveau cycle ou est-ce qu'on est dans quelque chose de très ponctuel. Donc sur ce troisième temps, ce qu'on peut retenir, c'est qu'on est actuellement dans une phase marquée par la reprise des recherches scientifiques, avec en même temps une convergence d'intérêts entre les acteurs et ici une opportunité programmatique qui en même temps a financé la reprise des recherches scientifiques, tout du moins en partie. Et puis donc d'actuelles dynamiques de valorisation dont il s'agira de voir à court et moyen terme si on était dans quelque chose de très ponctuel ou si on a quelque chose qui va pouvoir s'installer avec un nouveau cycle. Donc c'est pour ça qu'on termine en disant est-ce qu'on est dans une nouvelle phase de valorisation de ce patrimoine. Donc en guise de conclusion, quels enjeux et aussi quelles perspectives, notamment pour faire en sorte que ce qui s'observe aujourd'hui, cette forme de remobilisation, elle perdure dans le temps et qu'on n'ait pas un essoufflement comme ce qui a pu être constaté dans les années 2000. Parce qu'après les différents dispositifs de valorisation que vous a présenté Johan, qui ont été surtout réalisés dans les années 2000, on a vraiment eu un essoufflement de ces dynamiques. Donc là, l'objectif pour les acteurs des territoires, peut-être de ne pas avoir juste des actions très ponctuelles là, de remobilisation, mais d'essayer de les inscrire dans le temps. Alors, nous, du coup, en travaillant sur différents terrains, on voit, dans le cadre de nos recherches, différentes actions qui nous paraisseraient intéressantes de transférer. Alors, nous, notre rôle en tant que chercheurs, c'est pas d'aller voir les élus et de leur dire « maintenant, il n'y a qu'à faut que vous faites comme ils font ailleurs ». Non, nous, on est là, en fait, pour présenter des possibilités, un éventail des possibles, et ensuite aux acteurs de faire leur choix. Et donc, parmi les choix qui sont possibles, c'est intéressant de regarder ce qui s'est fait au niveau des sites palafitiques, qui sont donc, comme je vous le disais en introduction, également des sites archéologiques assez peu connus et appropriés, alors que dans le même temps, ils sont désignés comme faisant patrimoine. Et peut-être que certains d'entre vous étaient là quand il y avait eu un amphi pour tous sur cette entrée-là, il y a déjà quelques années. Quand on a commencé à travailler aussi sur cette question des sites palafitiques en 2012, c'était quelque chose qui était vraiment très peu connu et approprié comme étant du patrimoine par les usagers et également les acteurs territoriaux autour des lacs de Savoie et Haute-Savoie. Et ce qui est assez intéressant de voir, c'est le chemin qui a été parcouru, notamment par la communauté de communes du lac d'Aiguebelette, qui s'est saisie de cette entrée pour en faire un de ses axes de développement. Donc très rapidement, les enseignements qu'on peut tirer de cette étude de cas, c'est notamment les dynamiques qui ont été mises en place de la part des chargés de mission au regard des acteurs que sont les élus, avec notamment l'organisation d'éductours. Par exemple, à Aiguebelette, ils ont organisé des éductours en Suisse pour aller voir des espaces où étaient valorisés les sites palafitiques. Donc là, on pourrait imaginer des éductours avec des élus et des techniciens qui aillent dans la vallée des Merveilles ou qui aillent en Val Camonica pour voir les différents dispositifs de valorisation des roches gravées qui ont du coup une certaine longévité.
Également, au niveau d'Aiguebelette, sur les sites palafitiques, ils ont investi la littérature jeunesse, avec là un des ouvrages qui vient de sortir, donc La licorne du lac d'Aiguebelette, dans la série des contes alpins que vous connaissez sûrement, et qui est quand même assez connue au niveau de la littérature grand public. Et c'est vrai que c'est aussi un vecteur de diffusion et d'appropriation de la valeur patrimoniale de ces sites archéologiques. Un autre élément, c'est toute la coopération qu'on peut mettre en place avec des acteurs des territoires ayant des problématiques similaires. Donc ici, une nouvelle fois, Mercantour et Valcamonica. Et puis la création d'événementiels. Par exemple, à Aiguebelette, ils ont mis en place... Ils utilisent les journées européennes du patrimoine donc au mois de septembre pour à chaque fois parler des sites palafitiques et en même temps l'organisation d'événements sportifs qui coupent le sport et la culture avec notamment des régates palafitiques. Donc pourquoi pas, une des pistes, ça pourrait être aussi en Haute-Maurienne pour installer ces dynamiques qui aujourd'hui semblent être relancées, de créer, je ne sais pas, une randonnée ou une course couplant à la fois de la nature, de la culture, du sport, différents types de publics. Alors un autre élément aussi sur lequel il est possible de jouer pour inscrire cette appropriation des roches gravées en tant que patrimoine en Maurienne, c'est de s'inspirer de ce qui a été fait en termes de signalétique dans le Mercantour et en Valcamonica. Donc vous voyez ici Valcamonica, l'ensemble de l'espace fond de vallée est marqué par une signalétique où on retrouve le graphisme des sites d'art rupestre et les mêmes déclinaisons se retrouvent au niveau du Mercantour et notamment de la commune de Tende, où vous avez donc une déclinaison du graphisme art rupestre sur différents types de supports. Une autre piste qui peut être intéressante à explorer, c'est, Johan en a un petit peu parlé, c'est ce qui s'est mis en place dans le Mercantour entre le parc national du Mercantour et en même temps les accompagnateurs de moyenne montagne avec toute une forme de labellisation des contenus et donc une formation des accompagnateurs de moyenne montagne et une labellisation rendant ces derniers aussi en capacité et légitime pour conduire les touristes lors de randonnées avec un contenu archéologique assez poussé. C'est des randonnées qui sont de bien 3 à 4 heures de temps avec différents types de contenus suivant aussi le guide que vous allez avoir. Elles sont toutes, l'expérience va dépendre bien évidemment du guide et qui sont des randonnées fortement plébiscitées. Vous devez passer par un système de réservation. Il faut y prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines à l'avance pour espérer avoir une place. Donc, également, pour essayer d'inscrire ces différentes dynamiques enclenchées dans le temps, il va y avoir toute la question aussi de faire vivre les dispositifs là, actuellement mis en place, et notamment l'importance de la médiation humaine, avec des visites guidées qui peuvent s'organiser. Et derrière, il y a aussi des choix qui peuvent être faits, qui peuvent être discutés avec la création d'un poste dédié sur la mise en valeur de ce type particulier de patrimoine. Là, ici, je vous ai mis des visuels de différentes réunions animées par la personne qui a été recrutée justement par la communauté de communes du lac d'Aiguebelette pour développer la promotion, en tout cas l'intérêt patrimonial pour les sites palafitiques au niveau de la communauté de communes et faire le lien également avec la réserve naturelle régionale. Donc l'ensemble de ces différentes pistes pourraient être mobilisées de manière différentielle et essayer de faire en sorte que cette remobilisation actuellement constatée ne s'essouffle pas, comme ça a été le cas suite aux années 2000, en raison des freins qui ont été présentés par Johan. Et nous arrivons au terme de cette présentation et nous serons heureux de répondre à vos questions.